Bienvenue dans votre émission La Réflexivité. La réflexivité d'aujourd'hui va porter sur cette problématique: pourquoi lutter contre la pauvreté en RDC? Pour ce faire, nous avons le réel plaisir de recevoir une fois de plus le professeur Guy Robert Silou, professeur en France à Paris. Bonjour et bienvenue, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur Kambala. Oui, nous allons parler de cette problématique. Pourquoi lutter contre la pauvreté en RDC? Tout le monde le sait, la pauvreté, c'est un mal social qui touche beaucoup de populations et la RDC fait partie des pays les plus pauvres au monde. La lutte contre la pauvreté, c'est un impératif du progrès social et de la cohésion sociale. Monsieur le professeur, nous allons partir avec cette pensée du professeur, du philosophe Confucius, le philosophe chinois. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Que pensez-vous de cette pensée? Là, nous avons affaire à un philosophe qui nous présente une question qui est vraiment fondamentale, pour ne pas dire une problématique qui est transcendantale, pour la simple raison que lorsque vous êtes un gouvernant, votre mission première est de répondre aux desiderata, aux besoins de la population. Et donc le fait d'avoir une pauvreté qui est exponentielle, cela signifie qu'au niveau de la répartition de la valeur ajoutée, il y a un réel problème. Et lorsque vous avez affaire à un mauvais gouvernement, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a une minorité qui arrive à s'accaparer de la richesse nationale du pays. Donc ce qui représente aussi, si vous voulez, une forme de honte. Mais cette fois-ci, la honte ne vient pas des gouvernants, mais la honte, elle est exprimée de manière violente, s'il faut le dire ainsi, par le peuple que déjà à l'époque, vous savez, des Frantz Fanon, Aimé Césaire, oui, des Karl Marx, qu'on appelle les damnés de la terre, autrement dit les forçats de la faim. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans des sociétés qui sont complètement polarisées, avec les plus riches d'un côté, qui arrivent à s'accaparer de la plus grande part de la valeur ajoutée, et les plus pauvres, qui sont majoritaires, qui arrivent justement à survivre. Et là, ça me fait penser rapidement à ce qu'on peut appeler le darwinisme social. Et il s'agit quand même d'une doctrine qui est aberrante, pour ne pas dire autre chose. C'est-à-dire qu'avec ce darwinisme social, Herbert Spencer, qui est aussi un philosophe et un sociologue anglais, l'avait déjà exprimé, on se retrouve avec une théorie qui veut que les plus forts puissent éliminer les plus faibles. Or, dans cette situation-là, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons quand même 80% de la population qui se retrouve dans une situation extrême de pauvreté. Et donc, on va considérer que les 80% sont les plus faibles, donc il faudrait qu'on puisse les éliminer, ce qui est quand même assez contraire aux valeurs qu'on peut accorder à l'humanité. C'est-à-dire vouloir déshumaniser les plus faibles parce qu'on estime qu'ils sont faibles. Ils ne sont pas faibles parce qu'ils sont faibles parce qu'on les a rendus faibles par un système qui est complètement perverti. D'où le fait de partir peut-être de cette situation que nous sommes en train de réfléchir, et je pense que la problématique choisie est vraiment la bienvenue, c'est-à-dire le pourquoi et non le comment. Pourquoi lutter contre la pauvreté? Je trouve que c'est vraiment une très bonne problématique. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces sujets, ce thème choisi? Pourquoi lutter contre la pauvreté en RDC? Mais dans un premier temps, monsieur Kambala, on cherche à lutter contre la pauvreté dans notre pays parce que de tout temps, on nous rabâche les oreilles, et à juste titre, que nous avons une croissance qui est très faible. On va partir donc d'une raison purement économique. Il s'avère qu'il y a une théorie éponyme de John Maynard Keynes, c'est-à-dire une théorie keynésienne, qui part du fait que pour que les entreprises puissent produire, il faudrait qu'il y ait suffisamment de demande. Donc là, nous sommes sur ce que John Maynard Keynes appelle la demande effective. Qu'est-ce qu'il entend par la demande effective? La demande effective, c'est la demande anticipée des entreprises. Lorsque les entreprises
anticipe une demande qui est exponentielle. Que font ces entreprises? Ces entreprises, donc, font quoi? Elles investissent en vue d'une production. Et en produisant, ces entreprises créent des richesses, mais avant de créer des richesses, ces entreprises sont obligées d'embaucher. C'est-à-dire de lutter contre le chômage, mais de manière indirecte. Parce que la mission première d'une entreprise n'est pas de lutter contre le chômage. C'est, in fine, bien entendu, c'est de faire le profit. Mais pour faire le profit, il faudrait bien que cette demande ne soit pas atone. Lorsque, en République démocratique du Congo, nous avons un taux de chômage qui est à hauteur de 80%, et donc avec un taux de pauvreté qui est aussi extrême, très élevé, mais les entreprises ne peuvent pas mettre sur le marché des biens et services qui ne vont pas trouver preneur. Autrement dit, ces entreprises vont se retrouver dans une situation de surproduction. Et lorsqu'on est dans une situation de surproduction, on stoppe tout de suite la production. Et là, on se retrouve avec un taux de chômage élevé. Et donc, taux de chômage, pauvreté, s'il faut faire un peu ce raccourci. Et donc, l'importance aujourd'hui, pour essayer de sortir de cette situation qui n'est pas du tout acceptable, c'est de passer par lutter contre la pauvreté, parce que lutter contre la pauvreté, c'est favoriser une croissance qui va s'appuyer sur quoi? Sur la demande. Or, avec un taux de pauvreté comme le nôtre, c'est-à-dire à hauteur de 80%, la demande, elle est atone. Donc, cette atonie de la demande ne peut qu'engendrer, donc, une croissance faible, donc un PIB qui est très faible, et on n'a pas à se plaindre, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. D'où, monsieur le professeur Guy Robert Silou, la lutte contre la pauvreté dynamise l'économie. Oui, lutter contre la pauvreté, ça permet justement de dynamiser l'économie en passant par la demande. Comme vous le savez, monsieur Kambala, en économie, il y a deux théories. J'essaye vraiment d'être très manichéen. Il y a deux théories qui s'affrontent. Vous avez d'une part la théorie de l'offre et de l'autre côté, vous avez la théorie de la demande. Or, il s'avère que l'offre, la théorie de l'offre, c'est vouloir quoi? Baisser les coûts de production. Baisser les coûts de production pour permettre aux entreprises de créer plus de richesses en passant par ce qu'on appelle le théorème de Schmitt, c'est-à-dire c'est un ex-chancelier allemand qui disait la chose suivante: les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Or, il s'avère que c'est, selon John Maynard Keynes, là nous ne sommes pas pour trancher, on est en train de présenter tout simplement ces deux théories qui peuvent à un certain moment s'opposer. Il ne s'agit pas de trancher, mais il s'agit de rappeler tout simplement ce que dit John Maynard Keynes. Il faut partir de la demande, et pas n'importe quelle demande, la demande effective, celle anticipée des entreprises, et à partir de là, on peut arriver à avoir une bonne économie. Et en ayant une bonne économie, on peut escompter lutter contre la pauvreté. Sinon, on reste toujours à la case départ. À part l'axe économique, quel autre axe? Mais l'autre axe que nous pouvons évoquer par rapport à ce problème de chômage dans notre pays, c'est que si on ne lutte pas contre la pauvreté, on risque de développer, pour une frange importante de la population, la culture de la pauvreté. Qu'est-ce à dire, cette culture de la pauvreté? Ce sont les aptitudes, les comportements, les attitudes propres à un groupe déterminé. Et ce groupe déterminé, il s'agit donc des pauvres. Ces pauvres vont développer une sous-culture qui risque d'être en contradiction avec la culture dominante qu'on veut légitime. Et donc, cette histoire de la culture de la pauvreté engendre quoi, monsieur Kambala? Ça engendre le problème de la criminalité que nous rencontrons dans notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enlèvements, les braquages, les vols à main armée et ainsi de suite fleurissent. Pourquoi ça fleurit? Il ne s'agit pas de justifier ces comportements. Il s'agit d'expliquer ce type de comportement. C'est-à-dire que si on ne lutte pas contre la pauvreté, on est en train de développer cette culture de la pauvreté, et donc cette culture engendre des fléaux liés à tout ce qui est des comportements délictueux, des comportements marginaux. C'est-à-dire que ces sous-groupes
ou ce sous-groupe de pauvres, puisque dans une société, on se retrouve quand même avec trois grandes classes sociales, s'il faut les appeler ainsi. Vous avez la classe sociale populaire, vous avez la classe sociale moyenne, et vous avez la classe sociale supérieure. Or, cette classe sociale populaire a développé toute une culture qui lui permet justement d'arriver à survivre. Oui. Très bien. Là, on est vraiment dans une quête de survie, parce que les moyens légaux, les moyens légitimes qui leur sont proposés ne sont pas à hauteur de leur espérance, d'où ce type de dérapage que nous rencontrons dans nos pays. Robert, si vous dites que la lutte contre la pauvreté réduit ou maîtrise la criminalité, mais allons-y vers d'autres essieux, dans des pays occidentaux où la lutte contre la pauvreté n'est plus l'action gouvernementale, mais il y a quand même l'action gouvernementale prioritaire, mais il y a quand même des pauvres. En France, d'où vous venez, il y a des pauvres. Cela ne justifie pas votre thèse, peut-être. Mais vous savez, dans tous les pays, il y aura toujours des pauvres, parce que nous savons très bien que le marché du travail, s'il faut parler en termes de pauvres, d'où vient-il ? Une question de répartition des richesses. Mais la répartition des richesses aussi suivra. Mais vous allez comprendre un peu le raisonnement que nous allons essayer de faire ensemble. Le marché du travail n'est pas il n'est pas unique. Le marché du travail, il est dual. On parle en termes de dualisme du marché du travail, et même certains auteurs parlent en termes de la segmentation du marché du travail. Qu'est-ce à dire? Vous avez d'une part ce qu'on appelle un marché primaire, qui est réservé aux plus qualifiés. Et d'autre part, vous avez un marché secondaire aux moins qualifiés. Et donc, par essence même, ceux qui appartiennent au marché primaire, c'est-à-dire les insiders, ceux-là, ils vont rafler la plus grande part du gâteau, pour le dire de manière simple, et puis vous allez vous retrouver avec ceux qui font partie du marché secondaire. Malheureusement, ceux-là risquent de ne recevoir que des miettes. Et donc là, on est aussi sur un problème purement civilisationnel. Qu'est-ce qu'on veut pour que dans nos sociétés qui tendent à s'humaniser de plus en plus, comment peut-on faire pour que le gâteau, c'est-à-dire la valeur ajoutée, qui est quand même le fruit de la participation des uns et des autres, lorsqu'on crée la valeur ajoutée, on ne fait pas un distinguo entre les plus pourvus en qualification et les moins pourvus en qualification également. Donc tout le monde contribue à la formation de la valeur ajoutée et par conséquent, il faudrait que nous puissions trouver des justes équilibres pour que cette répartition de la valeur ajoutée puisse être équitable. Mais en même temps, n'oublions pas que nous sommes aussi dans une doxa libérale qui veut que les plus forts puissent l'emporter. Même si ce n'est pas dit comme cela, on se rend bien compte que le libéralisme économique, pour ne pas dire le néolibéralisme, favorise davantage les plus forts au détriment des plus faibles. Et là, je reviens encore sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Monsieur Kambala, lorsque j'ai parlé du darwinisme social. Est-ce que quelque part, sans ne pas le décréter, ne sommes-nous pas dans cette configuration? Donc, pour être précis dans ma réponse, Monsieur Kambala, dans les pays développés, pourquoi y a-t-il des pauvres? Parce que c'est le néolibéralisme. N'oublions pas qu'il y a eu une utopie dans les années 50 avec la révolution bolchevique qui remonte déjà à 1917. On nous a fait croire à une société nouvelle où les inégalités seraient complètement bannies. Mais sauf qu'on a vu ce que l'Union soviétique a donné, et donc les utopies se sont vite écroulées. On s'est retrouvé avec le mainstream qu'est le néolibéralisme, et ce néolibéralisme est source d'inégalités flagrantes. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, vous êtes professeur en France. Sans le travail, la pauvreté gagne les populations. Que pensez-vous? Mais le marché du travail, c'est ce lieu de rencontre entre l'offre de travail qui émane des salariés et la demande de travail qui émane des entreprises. Or, il s'avère que l'activité aujourd'hui en RDC est un peu en berne. Si cette activité est en berne, mais les entreprises qui sont censées créer du travail, des emplois, mais malheureusement, elles ne peuvent pas faire des miracles. Et donc, ce marché du travail, lorsqu'il devient moribond, le taux de pauvreté aussi explose. Oui. Avec le confinement qui s'est produit, c'est pas pour rechercher et trouver des excuses aux uns et aux autres. On constate tout simplement qu'il y a eu un confinement, donc un ralentissement, pour ne pas dire une cessation d'activité,
pour certaines branches. Et donc, il y a des gens qui se sont retrouvés au chômage, bon gré, mal gré. Et le fait de se retrouver au chômage, mais ce n'est pas non plus un chômage de courte durée, il s'agit d'un chômage de longue durée. Or, le chômage de longue durée est source d'exclusion. Et là, sociale, on rejoint l'idée de désaffiliation sociale développée par le sociologue Robert Cassel que j'évoquais tout à l'heure. Lorsque vous sombrez dans un chômage de longue durée, qu'est-ce qui vous guette au bout du processus? C'est la pauvreté. Et derrière cette pauvreté, c'est l'exclusion sociale, d'où le fait d'être complètement désaffilié des autres membres de la société. Donc ce marché du travail, il est crucial. Avec un taux de chômage qui flirte 80% de chômage de masse. De masse, là on est dans un chômage de masse. Effectivement, la pauvreté ne peut que suivre cette courbe-là. Et donc il faudrait que nous puissions réfléchir déjà sur ce marché du travail, pas seulement au niveau de l'offre et de la demande du travail, mais en même temps sur la rémunération. Et je vais rester une fois de plus assez correct en disant que le citoyen congolais en RDC est un peu rémunéré au lance-pierre. Oui, le SMIC est très faible. Un SMIC, c'est-à-dire ce salaire minimum interprofessionnel de croissance, lorsqu'il est très faible, ben effectivement, lorsque les individus ne gagnent pas plus de 100 $ le mois, on peut estimer que la situation ne peut être que terrible, pour ne pas dire horrible. Autant aussi pour les PIB, le produit intérieur brut qui est par habitant qui est très faible. Donc le pourquoi de la lutte contre la pauvreté est aussi connaître des problèmes, pas connaître des problèmes. Mais vous savez, M. Kambala, lorsqu'on parle du PIB par habitant, le PIB par habitant est une moyenne. Et comme on le dit toujours en économie... Thermomètre des niveaux de vie des bien populations. sûr, Oui. c'est peut-être le thermomètre de niveau de vie, mais une moyenne cache les disparités. D'accord? Oui. Donc lorsqu'on dit le PIB par habitant de la RDC est à tant et ainsi de suite, une fois de plus, il s'agit des statistiques. Comme je l'ai dit, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce n'est pas seulement le PIB par habitant. Ça permet aux institutions internationales de chercher à faire des comparaisons d'ordre international. Mais en réalité, on se rend bien compte que vous avez le 9e décile, c'est-à-dire les couches supérieures, les plus riches, qui détiennent quasiment 90% de la richesse nationale, et les autres déciles détiennent le reste, c'est-à-dire les 10%. Donc, c'est ça la vraie réalité. La réalité, si vous voulez analyser un phénomène économique social, ne passez pas par le PIB par habitant, parce que le PIB par habitant, comme je l'ai dit, permet des comparaisons internationales et ce n'est pas très très éloquent. Si vous voulez avoir des chiffres beaucoup plus précis, passez par autre chose. Le PIB par habitant, c'est une moyenne, et une moyenne, ça cache des disparités, et donc là, l'analyse en elle-même, elle est un peu biaisée, pour ne pas dire faussée. Et que dites-vous, monsieur le professeur Guy Robert, sur la pauvreté et le populisme? Ah ben oui, ça c'est le risque. Lorsque j'ai évoqué ces damnés de la terre, les forçats de la faim, justement, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est pauvre, et généralement, ceux qui sont pauvres sont les personnes, pour ne pas dire les individus, les moins éduqués. Et donc, les sirènes qui viennent à gauche et à droite sont les bienvenues. C'est-à-dire que tous les politicards, pour ne pas dire autre chose, une fois de plus, je veux rester correct, tous ceux qui veulent briguer des postes à gauche et à droite vont leur promettre monts et merveilles qu'ils ne vont jamais obtenir. Mais ces pauvres déshérités vont entendre ces sirènes et donc risquent de sombrer dans le populisme. Voilà pourquoi nous avons des hommes politiques, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils veulent briguer le pouvoir, ils vont chercher justement ces pauvres qui sont à l'écoute de leurs promesses. Et comme on le dit, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. D'où la population doit être prudente alors. Mais la population doit être prudente, comme vous le dites, mais cette population n'a pas suffisamment le recul, et cette population vit dans une situation de misérabilisme tel que, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, ils sont à l'écoute de toutes les promesses possibles. Pourquoi lutter contre la pauvreté en RDC, monsieur le professeur? Quelle est son incidence sur le plan environnemental? Pour répondre à votre question, monsieur Kambala, je vais faire un petit détour
pour que mon laïus puisse être assez bien compris. Lorsque nous parlons de la pauvreté en RDC, on se rend bien compte qu'il s'agit d'une vision beaucoup plus totalisante, d'une vision beaucoup plus globale. Voilà, tout à fait. Il s'avère que la pauvreté n'est pas spécifique à la ville de Kinshasa. Nous avons la pauvreté encore beaucoup plus terrible qui sévit dans les provinces. Et cette pauvreté qui est extrême dans les provinces a engendré un phénomène peut-être qui est sous-estimé. C'est le phénomène de l'exode rural. Aujourd'hui, je pense que la ville de Kinshasa ressemble à un œuf qui est complètement hyper plein, au point où la ville de Kinshasa, aujourd'hui, puisque là il s'agit de la capitale, qui n'arrive plus à absorber cette population qui devient de plus en plus grandissante. Et donc ce phénomène d'exode rural aura des conséquences sur l'écologie, l'environnement. Moi, je suis ravi d'apprendre que le gouverneur de la ville de Kinshasa parle en termes de Kinshasa-Bopeto. C'est formidable. Mais sauf que il y a tellement de pauvres dans cette ville que ces pauvres-là n'ont plus qu'un seul recours, c'est de constituer ou de se lancer dans des commerces de survie. Ce sont des petits commerces. Ça leur permet de survivre. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu une forme de prolifération des petits marchés, puisque ces petits commerces se regroupent sur des lieux bien spécifiques, qu'on appelle ici des marchés, comme vous le savez. Dans les endroits inappropriés. Des endroits complètement inappropriés. Et donc, au final, comme la ville de Kinshasa n'a pas non plus les infrastructures, les moyens de développement nécessaires pour répondre à ces petits commerces qui évoluent de manière exponentielle, on se retrouve avec des poubelles, pour ne pas dire autre chose, à ciel ouvert. C'est-à-dire que cette pauvreté-là engendre des problèmes d'ordre environnemental et d'ordre écologique, avec des problèmes liés aussi à la santé du public. C'est-à-dire que cet environnement qui est tout à fait pollué, pour ne pas dire autre chose, engendre des problèmes liés à la typhoïde, à la dysenterie. Pourquoi? Parce que la pauvreté est tellement devenue gigantesque, au point où ces peuples-là sont obligés de trouver des abris de fortune avec des bidonvilles qui se forment à gauche et à droite, avec des toilettes qui ne sont pas du tout adaptées aux conditions de vie à l'ère moderne, pour ne pas dire au 21e siècle. On se rend bien compte que cette pauvreté-là, s'il faut vraiment y réfléchir, a des incidences sur notre environnement. Et donc, ce projet qui est formidable sur papier risque de rencontrer quand même, Kinshasa ou Bopeto, risque de rencontrer des écueils dus à quoi? Au phénomène de pauvreté. Donc, tant que ce problème-là ne sera pas pris à bras-le-corps par les pouvoirs publics, pour ne pas seulement stigmatiser une ville, mais on risque de se retrouver avec des problèmes environnementaux, et pour ne pas revenir quand même sur un concept qui est assez nouveau aussi dans le monde. On parle du développement durable. Qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable, c'est une définition qui a été donnée par une députée européenne norvégienne, et qui définit aujourd'hui le développement durable comme cette capacité à pouvoir répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre les besoins des générations futures. Oui. Et lorsqu'on parle du développement durable, vous avez quand même 3 axes. Vous avez l'économie, vous avez le social et l'environnement. C'est-à-dire que les 3 axes forment un tout. Vous ne pouvez pas parler de Bopeto si vous n'avez pas une économie qui est digne de ce nom, qui est forte. Vous ne pouvez pas parler de Bopeto si le social n'est pas là, au rendez-vous, n'est pas au rendez-vous. Et lorsqu'on parle du social, on est sur la pauvreté qui est notre sujet de prédilection aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Mais toutefois, de même, la lutte contre la pauvreté a une incidence sur les liens sociaux. La pauvreté
a été analysé par deux sociologues français. Vous avez par exemple un certain Serge Pogam qui parle en termes de disqualification sociale. C'est-à-dire que la pauvreté engendre ce phénomène dit de disqualification sociale. C'est-à-dire que lorsque vous êtes pauvre, cela risque d'avoir des incidences sur les liens sociaux que vous êtes susceptible d'entretenir avec les autres membres de la société, ou pour ne pas dire de la communauté. Mais je préfère utiliser le terme de société, parce que si on dit communauté, c'est un sens beaucoup plus restreint. Mais soyons sur le plan purement sociétal. Lorsque vous êtes pauvre, mais il y a un phénomène avant d'atteindre la rupture, vous êtes fragilisé. Il y a une fragilité qui s'instaure. C'est-à-dire que cette fragilité peut se ressentir sur le plan économique. Sur le plan de l'urbanisme, vous aurez du mal à vous intégrer rapidement. En dehors de cette fragilité, progressivement, puisqu'il s'agit d'un processus, la pauvreté, fragilité au niveau des liens sociaux, et cette fragilité ou ces fragilités risquent d'engendrer quoi? La rupture avec les autres membres de la société. Je vais donner un exemple simple pour essayer d'illustrer cela. Monsieur Kambala, lorsque vous êtes pauvre, et que vous étiez marié, vous avez des enfants, votre femme attend de vous, en tant qu'homme, avec H minuscule, nous sommes quand même des bantous, là on va parler des traditions un peu plus tard, mais en tant que bantou, votre valeur en tant qu'homme, c'est d'essayer d'apporter des solutions. Oui. Voilà, tout à fait, d'apporter des solutions qui vaillent la peine d'être vécues. Il s'avère que lorsque vous êtes pauvre, que vous n'êtes pas capable de subvenir aux besoins de votre famille, il y a des liens qui risquent rapidement de se distendre. Et cette rupture peut entraîner quoi? Peut engendrer des phénomènes de divorce. Des conflits sociaux. Des conflits, mais un conflit d'abord au niveau marital même. Je prends un exemple simple pour l'illustrer. Oui. Lorsque vous êtes pauvre, effectivement, il y a des fêtes, la Saint-Valentin par exemple, mais vous n'êtes même pas capable de sortir votre dulciné pour un petit repas en amoureux dans un petit restaurant sympathique. C'est sûr que ça crée des crispations, ça crée des tensions, et la première fois ça passe, la deuxième fois à la rigueur on accepte, et là au fil des années, si vous tenez toujours le même discours avec des excuses alambiquées, c'est sûr et certain que effectivement, ce taux de divorcialité que nous constatons un peu partout dans le monde risque encore de s'amplifier. Et donc là, on se rend bien compte que les liens sociaux risquent de se distendre. Et là, j'étais sur la disqualification sociale telle que l'avait décrite, cette disqualification, Serge Pogam. Mais on peut parler aussi en termes de désaffiliation sociale. Et là, c'est Robert Castel, un autre sociologue aussi qui en parle. Mais là, on est sur une rupture. La pauvreté, elle est souvent engendrée par quoi? Par le marché du travail qui vous exclut. Lorsque vous perdez votre emploi, effectivement, c'est un engrenage sans fin. D'où ce phénomène de désaffiliation. Heureusement que la famille élargie, communautaire, permet parfois de rattraper un peu le coup, mais lorsque vous êtes dans des pays développés, vous vous retrouvez SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. Donc, on se rend bien compte que cette problématique concernant la pauvreté a des incidences sur les liens sociaux. Or, il s'avère que l'homme ou l'individu est un être social qui vit en communauté, et donc la pauvreté risque justement d'entraîner une forme de dissociation, et cette dissociation risque de vous priver de ces liens sociaux qui sont fondamentaux dans un État comme le nôtre. Oui, dans cette lutte contre la pauvreté, où placez-vous la justice sociale? Mais la justice sociale, Monsieur Kambala, moi je vais la placer au niveau de la répartition de la valeur ajoutée. Et cette justice sociale, il faudrait l'entendre au sens beaucoup plus large tel que l'avait pensé un autre sociologue, enfin considéré comme étant sociologue, un certain Alexis de Tocqueville. Et là, je vais parler de la justice sociale en partant d'Alexis de Tocqueville. Que dit-il? C'est un aristocrate, vous imaginez? Il a publié une œuvre majeure de la démocratie en Amérique. Il va aux États-Unis, il voit l'émergence de cette démocratie naissante et il se dit, mais voilà quelque chose de nouveau. Et à partir de là, il fallait agir pour que les sociétés puissent s'accaparer de cette nouvelle philosophie de la vie pour essayer d'entraîner toute la communauté dans une démarche et dans des cultures et des idées nouvelles.
Et comme Alexis de Tocqueville parle de la démocratie, il ne s'agit pas seulement de la démocratie politique. Il s'agit aussi de la démocratie sociale. Ouais. C'est-à-dire que pour lui, on ne peut pas parler de la démocratie politique s'il n'y a pas une démocratie sociale. Et cette démocratie sociale s'appuie sur des phénomènes qu'on rencontre dans les années 36 en Occident, qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire l'État social. C'est-à-dire garantir ce qu'on pourrait appeler le welfare state avec la redistribution. Le phénomène de redistribution avec les allocations chômage. Voilà. Pourquoi y a-t-il des allocations chômage? Et lorsqu'on parle de la redistribution dans un pays comme la France, on cherche à agir sur 4 grands risques sociaux. 4 grands risques sociaux. La maladie, c'est-à-dire la santé. Vous avez aussi le chômage, qui est un risque social. Mais vous avez aussi la famille, qui est un risque social. Et donc, on se rend bien compte que lorsqu'on parle de ces risques sociaux, c'est pour faire de telle sorte que il y ait une forme de justice sociale. Mais quand on dit justice sociale, il ne s'agit pas d'éradiquer totalement la pauvreté, mais essayer de la réduire pour la rendre beaucoup plus supportable. Et là, nous avons un auteur comme Pierre Rosanvallon qui parle en termes de la société des égaux. C'est-à-dire, dans une société dite démocratique, on est tous des égaux. Monsieur Kambala est mon égal, moi je suis l'égal de Monsieur Kambala. Or, il s'avère que si cette société des égaux n'existe pas, effectivement, nous ne sommes pas en démocratie. Donc la démocratie politique, puisque moi, ce qui m'est phare en RDC, c'est de suivre tout le temps des émissions d'ordre politique. On parle que de la politique. C'est intéressant et c'est important, mais sauf que ce n'est pas non plus une fin en soi. Il faudrait qu'on pense aussi à cette dimension sociale. Et vous avez des philosophes comme Amartya Sen, qui parle en termes de capacité, ou encore un autre philosophe qu'on appelle John Rawls, qui ont réfléchi justement sur la justice sociale, afin qu'il y ait cette idée d'égalisation des conditions. Il faudrait bien qu'il y ait cette égalisation des conditions pour que la vie puisse être supportable par une forte majorité. Et comme le dirait Tocqueville, même si à un certain moment ça peut poser problème, je souhaiterais qu'il y ait une tyrannie de la majorité qui serait élevée au niveau sociétal, qu'il y ait seulement une minorité. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, dans la lutte contre la pauvreté en RDC, c'est un impératif social et de la cohésion nationale, impératif du progrès social et de la cohésion sociale. Mais où placez-vous aussi le changement de mentalité dans cette lutte contre la pauvreté? Le changement de mentalité me renvoie à la notion... Parce qu'on peut mettre des batteries, des actions pour lutter contre la pauvreté, mais il y a un élément, si les mentalités ne changent pas, ne bougent pas, cette lutte contre la pauvreté, le pourquoi même de cette lutte est voué à l'échec. Le changement de mentalité, moi je le placerais par rapport justement à des nouvelles mentalités qui ont fait leur apparition avec le néolibéralisme. C'est-à-dire que en sociologie, il y a deux, et là aussi je serais un peu manichéen une fois de plus, il y a deux paradigmes fondamentaux qui essaient un peu de s'opposer. D'une part, vous avez le holisme, et d'autre part, vous avez l'individualisme, même si en réalité ça se complète. Mais on se rend bien compte qu'avec l'avènement de la société industrielle, l'ère industrielle va engendrer ce qu'on appelle la montée de l'individualisme. Et c'est le fléau aussi de la modernité que nous allons évoquer prochainement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le chacun pour soi, qu'on le veuille ou non. Or, ce chacun pour soi a entraîné aussi des formes de désolidarisation pour que chacun d'entre nous ne puisse pas se reconnaître en tant que membre d'une communauté beaucoup plus large. En réalité, lorsqu'on parle en termes de communauté, c'est purement du vent. Et quand je dis du vent, je reste poli. C'est du pipeau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le chacun pour soi, et derrière ce chacun pour soi, moi, j'occupe une place prépondérante, c'est pour ma pomme. Et c'est à chacun de se débrouiller. Pourquoi, monsieur Kambala, suis-je en train de le dire? Ce changement de mentalité, il faudrait peut-être repenser nos institutions. Parce que les mentalités ne se décrètent pas. On ne va pas décréter aujourd'hui que tout le monde puisse être solidaire. On ne va pas décréter aujourd'hui que chaque citoyen congolais puisse d'abord chercher à œuvrer pour son bien-être individuel.
Parce que c'est un peu l'idéal type qu'on nous présente aujourd'hui à chaque individu d'essayer de s'enrichir au maximum. D'où d'ailleurs le phénomène de corruption, d'où les phénomènes de rapine, de dilapidation des fonds publics que nous rencontrons dans notre pays. C'est-à-dire que c'est cette idéologie individualiste qu'on prône de plus en plus qui fait que ce changement de mentalité puisse poser problème. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous approchons tout doucement à la fin de cette émission, mais je vous posais cette question. Dans cette lutte, dans le pourquoi des luttes contre la pauvreté, quel serait peut-être le rôle des dirigeants et de la population? Les dirigeants ont une mission qui est tout à fait noble. C'est-à-dire, on l'avait dit d'entrer dans notre préambule, c'est d'apporter les solutions. Lorsque on devient responsable dans un pays, c'est qu'on est prêt à répondre aux besoins de la population. On ne découvre pas les choses. Bien entendu, on n'est pas non plus un omniscient au point de tout détenir, mais on peut quand même savoir que aujourd'hui, la RDC est dans telle situation, et par rapport à la situation du moment, si je veux détenir les manettes pour diriger ce pouvoir, ce pays, pardon, et non ce pouvoir, il faudrait que je puisse apporter les solutions nécessaires. Ça, on n'a pas d'excuse à cela. Maintenant, on n'est pas seul embarqué dans cette sorte de galère, il faut bien qu'il y ait aussi l'appui du peuple. Et ce peuple-là, il faudrait qu'il puisse aussi être éduqué. Il ne faudrait pas, Monsieur Kambala, qu'on puisse culpabiliser les pauvres. Or, la tendance dans le néolibéralisme et dans l'individualisme, c'est de vouloir dire, mais si celui-là est pauvre, c'est parce qu'il n'a pas fourni les efforts nécessaires. Or, il s'avère que tout le monde ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche. Il y a des gens qui sont dépourvus de ce que Pierre Bourdieu appelle les différents capitaux. Et donc, on se rend bien compte que la lutte sociale est inégale. Dès le départ, il y a des groupes sociaux qui sont désavantagés. Et donc, c'est au pouvoir public d'essayer d'apporter les solutions. De garantir cette égalité de départ et afin que tout le monde puisse avoir sa chance. Et du côté de la population? Mais du côté de la population, aujourd'hui, Monsieur Kambala, je vais me positionner du côté de la population, c'est-à-dire dire que le peuple, c'est ce groupe sur lequel s'exerce le pouvoir. Lorsque ce pouvoir-là, il est bon, lorsque ce pouvoir-là est ancré dans l'esprit de la justice sociale, ce peuple ne peut que se sublimer et les choses ne peuvent que très bien se passer. Voilà pourquoi, dans ma réponse, au niveau de la pauvreté, je ne tiens pas à culpabiliser les pauvres parce qu'ils sont suffisamment culpabilisés pour ne pas encore leur enfoncer la tête sous l'eau. Je pense qu'ils sont déjà un peu brimés, pour ne pas dire autre chose. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, le pourquoi de la lutte contre la pauvreté, c'est dynamise l'économie, réduire ou maîtriser la criminalité. Ça a des incidences sur l'environnement ou sur le développement durable. Ça a aussi des incidences sur les liens sociaux. Mais comment y arriver, monsieur le professeur? La question que vous posez, monsieur Kambala, elle est vaste parce que ça nous permet d'évoquer les politiques économiques. Par politique économique, on pourrait peut-être passer par ce qu'on pourrait appeler déjà la politique dite industrielle. On se rend bien compte que dans notre pays, nous avons fait complètement fi du secteur secondaire. Tout de suite, on a voulu faire comme tout le monde, on a basculé dans ce qu'on peut appeler le secteur tertiaire. Et ce secteur tertiaire, c'est-à-dire les services. Or, il s'avère qu'au niveau des services, nous avons une productivité qui est faible, au point où, la productivité étant faible, il y a des sociologues, des économistes, qui considèrent que nous sommes aujourd'hui dans une société qui connaît une stagnation dite séculaire. D'accord? Et ça, vous avez des économistes comme Robert Gordon qui en parlent. La stagnation. Parce que, pourquoi? Et d'ailleurs, c'est pas seulement Robert Gordon qui en parle. Vous avez un économiste comme Robert Solow qui en avait déjà parlé. Il disait, les statistiques sont partout. D'accord? Sauf
dans tout ce qui concerne l'informatique et donc la croissance. On retrouve aujourd'hui le numérique partout. Mais le numérique, c'est-à-dire l'informatique, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'apportent pas suffisamment de croissance. Et donc, il faudrait que nous puissions revoir cette politique que nous menons aujourd'hui à tort, parce que le secteur tertiaire, il devient prépondérant dans les pays développés, mais chez nous, je pense que nous avons brûlé des étapes, sans être dans une progression qui se veut évolutionniste. Il faudrait peut-être revenir sur le secteur secondaire. C'est là où on aura beaucoup plus à créer des emplois, parce que dans le secteur tertiaire, on va en créer de moins en moins. La productivité n'est pas là, et comme cette stagnation séculaire est beaucoup plus forte, mais le taux de chômage aussi ne fait que progresser. D'accord? Mais on peut passer aussi sur la politique monétaire. Regardons quand même, aujourd'hui partout dans le monde, on parle en termes d'inflation. Or, l'inflation appauvrit davantage le peuple. Pourquoi? Parce que l'inflation grève le pouvoir d'achat. D'achat, ouais. Oui, l'inflation grève le pouvoir d'achat. Lorsque les gens ne gagnent que moins de 100 $ par mois, lorsque les prix des biens de première nécessité ne cessent de flamber, cela baisse davantage leur pouvoir d'achat. Et lorsque, comme je le disais, vous ne gagnez que 60 $ le mois, lorsque les prix doublent, mais votre pouvoir d'achat baisse et la pauvreté est au rendez-vous. Effectivement, lorsqu'on parle de l'inflation peut être importée. Mais il s'avère que nous avons des politiques économiques qui sont extraverties, qui sont tournées vers l'extérieur. C'est là où aussi il faudrait peut-être revoir notre manière de penser notre système économique pour qu'il soit davantage intraverti. Tourner vers l'intérieur. Je ne demande pas, et ce serait complètement une bêtise monumentale de ma part, de demander à l'État congolais de vivre en autarcie. Il ne s'agit pas de mener une vie économique, sociale, autarcique. On dépend des autres parce qu'il y a des biens et services que nous ne sommes pas en mesure de produire. Et là, on est dans la théorie des échanges commerciaux. Ouais. Les échanges commerciaux, la théorie des avantages comparatifs, et ainsi de suite, parce que nous n'avons aucun avantage absolu. Et donc, on ne peut être que dans les pas de David Ricardo pour que nous puissions justement vivre avec les autres. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, notre politique économique, commerciale, tournée vers l'extérieur, il faudrait quand même la moduler avec une politique monétaire qui devrait aussi repenser. La dollarisation de notre économie, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la simple raison que nous ne vivons que par rapport à ce dollar qui ne cesse de s'apprécier. Or, lorsque le dollar s'apprécie alors que nos salariés sont rémunérés en francs congolais, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la manière de faire. Et donc, derrière cette dollarisation de notre économie, c'est encore l'appauvrissement de la population et les franges les plus fragiles de notre pays qui se retrouvent dans des situations de déshérence, c'est-à-dire ces déshérités se multiplient encore de manière exponentielle. Monsieur le professeur, merci beaucoup. Mais quel est votre mot de conclusion par rapport à ce thème « Pourquoi de la lutte contre la pauvreté en RDC » Pourquoi lutter contre la pauvreté? Je pense que on ne peut pas commencer à réfléchir sur comment résoudre le problème. Avant de répondre à la question voilà, sur le pourquoi. Ouais. Sur le pourquoi. Là, on est dans une démarche à la fois explicative et une démarche compréhensive. Tant qu'on n'a pas compris l'impact ou les impacts de la pauvreté sur la société dans sa globalité, effectivement, les solutions que nous allons proposer ne peuvent être que beaucoup de coups d'épée dans l'eau. Et là, il faudrait que nous puissions prendre conscience du fait que nous ne sommes que des nains juchés sur des épaules des géants. C'est pas moi qui le dis, c'est un certain Bertrand de Chartres. Il faudrait que nous puissions réfléchir d'abord sur ses conséquences, les conséquences de la pauvreté sur la société dans sa globalité. Chose que nous avons tenté de faire, une fois de plus, aujourd'hui. On n'a pas certainement répondu à toutes les réponses possibles. Il serait de bon aloi que d'autres intervenants, des sociologues,
des ethnologues, des anthropologues, Comme l'indique l'intitulé de l'émission, la réflexivité. la réflexivité, qui puissent nous apporter des réponses aussi nécessaires pour que nous puissions compléter nos idées afin que les gouvernants puissent comprendre le bien fondé de cette décision. Sinon, si ce taux de pauvreté ne cesse de croître, au début, j'ai fait allusion à Frantz Fanon, à Aimé Césaire, et là, je vais reprendre une phrase qu'on retrouve dans le préambule du manifeste du Parti communiste de Karl Marx et de Friedrich Engels. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Tous les prolétaires, on entend à l'époque, tous les pauvres. Si tous les pauvres s'unissent, ce sont des révolutions en perspective. Et ça, c'est le chaos. Et le chaos, lorsqu'il arrive, il ravage sur son passage tout le monde, gouvernant comme gouverné. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Nous terminons cette émission avec cette pensée que je rappelle. Selon les philosophes chinois, Confucius, qui disait, sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte, et sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. La lutte, les pourquoi de la lutte contre la pauvreté est un impératif du progrès social et de la cohésion sociale. Nous sommes tous obligés de lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'être venu pour répondre à nos questions. Merci beaucoup, c'est Pascal Kambala. L'émission, c'est la réflexivité. À la prochaine.